Il y a cette volonté de créer une marque différente, irrévérencieuse, joyeuse. Il faut créer les piliers de la confiance dans le service, la fiabilité. Ce qui génère de la curiosité pour Back Market, c'est la capacité d'obtenir quelque chose à un prix moindre par rapport au neuf. En fait, c'est un peu les légumes moches, le reconditionné. On ne fait pas des campagnes uniquement pour augmenter des KPI de branding. En Inde, on ne fait rien. Rien du tout. Notre budget est de 0. Et on a 15-16 millions de passagers chaque année. Est-ce qu'on mesure tout? Est-ce qu'on communique tout? Est-ce qu'on est très transparent? Mais parfois, on se fait plus attaquer. Parfois, des messages simples sur le bon sens sont plus efficaces que de l'ultra-transparence. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Les Voix de la Com, 4e saison. Vous savez, c'est ce podcast qui donne la parole à celles et ceux qui font évoluer les pratiques de communication. Et on a l'habitude à ce micro d'interroger des professionnels de la com pour que ça puisse vous inspirer, pour que vous puissiez voir ce qui se passe ailleurs. En l'occurrence, aujourd'hui, vous allez découvrir les secrets des stratégies de communication de 2 grandes entreprises qui font bouger les lignes. Il s'agit de Blablacar et de Back Market avec mes 2 invités. Nicolas Michaud, responsable communication corporate Blablacar. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci de nous accueillir ici dans l'auditorium Paris 11e. Avec grand plaisir. Voilà, on est bien accueillis dans une belle salle. Donc, merci beaucoup. À tes côtés, Quentin Vandegucht. Bonjour Quentin. Bonjour. Tu es Head of Marketing chez Back Market. Absolument. Merci de nous inviter. Avec grand plaisir. Alors, pour celles et ceux qui suivent le podcast, dans l'épisode précédent, on s'interrogeait à la manière de faire bouger les lignes en tant qu'association. Et on a interrogé le groupe SOS, on a interrogé Action contre la faim, un super épisode. Mais là, on va s'interroger sur la manière dont on peut faire bouger les lignes en tant qu'entreprise qui doit être rentable, et c'est votre cas à tous les 2, non pas tous les 2, mais vos entreprises respectives. Alors, comment vous faites? Comment vous réussissez à faire changer les choses, à faire changer les perceptions des usages? Comment faire accepter le covoiturage? Comment faire accepter le reconditionnement des appareils avec de la communication? C'est tout l'enjeu de cet épisode. Allez, on va commencer tout de suite par juste repositionner vos rôles à tous les 2. Nicolas, quel est précisément ton rôle? Je m'occupe de la communication corporate chez Blablacar. J'ai rejoint Blablacar il y a un peu plus de 6 ans. Et donc, je m'occupe de la réputation de l'entreprise, surtout auprès de pouvoirs publics, de l'écosystème tech mobilité en France et dans le monde. Il faut faire bouger les lignes, y compris partout. Partout. Sur les décideurs publics aussi, j'imagine. C'est ça. Ouais. Et après, on n'est pas tout seul. J'ai une équipe avec moi de 7 personnes en France et à l'international dans nos principaux marchés. On ne présente pas Blablacar, mais pour redonner un peu de contexte, on fait donc 100 millions de passagers en covoiturage, en bus et maintenant au train aussi dans le monde. 100 millions, c'est un peu plus qu'Air France, que le groupe Air France, donc c'est assez incroyable, gros. Et donc, on est présent dans 21 pays. On le sait peu en France, mais on est présent beaucoup à l'international. Avec des gros marchés que sont le Brésil et l'Inde. C'est ça, devant la France. Voilà, qui sont devant la France et qui sont des énormes enjeux. On va en parler, d'ailleurs. Quentin, alors, on connaît Back Market, mais c'est peut-être pas mal d'avoir quelques chiffres clés, quelques datas et ton rôle à toi. Moi, je suis Head of Marketing donc pour la France, donc je suis en charge du pilotage opérationnel et business des activités de marketing de Back Market en France. Ça fait un peu plus de 5 ans que je bosse chez Back Market. J'ai géré les équipes d'achat média avant et les équipes de brand et communication. Back Market, ça a 10 ans. Ouais. On opère dans 17 pays, on a 16 millions de clients. C'est une plateforme qui met en relation des entreprises qui reconditionnent des appareils électroniques, donc smartphones, ordinateurs, voilà, et des clients dont les équipes marketing ont la charge de les faire venir et de leur faire découvrir le site internet. Il y a 10 ans, acheter d'occasion, c'était considéré comme moins bien, moins fiable, alors moins cher, effectivement. Mais alors, tu n'étais pas là il y a 10 ans chez Back Market, néanmoins, peut-être tu as un peu d'historique. Comment on fait à ce moment-là pour dire, OK, quelle communication on utilise pour faire changer les mentalités? C'est comme un Everest, en fait, j'imagine, à ce moment-là, pour faire changer les mentalités de la France, puis après de plein de marchés, quoi. C'est un Everest, mais je pense qu'on a un développement qui s'appuie sur 3 piliers dont on peut parler un petit peu historiquement. Ouais. La création de Back Market a répondu à une demande de plus d'écologie dans la consommation de la tech et plus de circularité, et qu'on a bénéficié d'une forme d'appel d'air autour de pousser les solutions plus respectueuses de l'environnement. Exactement. On a aussi énormément bénéficié du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, qui a poussé la Startup Nation. On a bénéficié de RP, l'amplification média qu'on a eu à ce moment-là, on n'aurait jamais pu se la payer avec toutes les équipes de RP que tu vas avoir. Donc ça, il y a un truc de time to market, et on correspondait à une forme d'attente à un moment où on est arrivé.
Il y a quelque chose qui est lié à la marque aussi. C'est-à-dire que dès le début, il y a un des 3 fondateurs de Back Market qui s'appelle Vianney, qui est un ancien planeur stratégique de chez BETC, qui est responsable de la marque. Et dès le début de la création de Back Market, il y a cette volonté de créer une marque différente, irrévérencieuse, joyeuse, qui pose les problèmes. Ça, c'est le choix de stratégie de dire on va positionner la marque comme ça. En fait, si tu regardes le panorama du e-commerce, c'est un océan de similitudes. Aujourd'hui, le e-commerce, c'est une bataille sur le prix. Et donc, Back Market a décidé de s'engouffrer un peu sur le positionnement de marque qu'on continue à... qu'on tient aujourd'hui, qu'on essaie de développer dans les autres pays aujourd'hui. Ouais. Donc, il y a ce time to market, il y a l'importance de la marque pour nous, et il y a aussi tout un travail d'affaires publiques et de RP qui a été mené par les équipes chez nous. C'est-à-dire que depuis le début de la création de Back Market, il y a des liens avec les décideurs publics pour mettre en place tout cet écosystème qui permet aux appareils électroniques d'être reconditionnés, par exemple. Concrètement, qu'on comprenne bien, alors on n'est plus dans la communication, mais ça m'intéresse quand même. Quel rôle ont les décideurs publics pour ce process-là de bout en bout? En fait, quelles sont les décisions qui font changer le game, en fait? C'est le droit à la réparation, déjà. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, si les manufactureurs n'étaient pas obligés de créer des appareils qu'on puisse reconditionner, notre business n'existerait pas. Puisqu'en fait, il n'y a pas d'entreprise qui serait capable de reconditionner. Donc en fait, l'objectif des décideurs, c'est de mettre en place le cadre juridique qui nous permette de développer l'activité. Ouais. Voilà, je parle du right to repair, mais il y a d'autres choses également. Ouais. Blablacar aussi, c'est un changement de mentalité. Alors, le stop, ça existe depuis toujours. On s'arrête pas. Certains peuvent considérer que ça peut être dangereux de monter dans la voiture d'un étranger, d'une étrangère. Pour autant, vous arrivez... Alors, au début, ça s'appelait pas Blablacar. Ça s'appelait covoiturage.fr, je crois. Tout à fait. C'est ça. Comment vous arrivez à ce moment-là à faire changer les mentalités? Quelle est la stratégie? Je suis sûr qu'on pourrait faire à peu près la même réponse. Le time to market aussi est important. Fred Mazzella, le fondateur de Blablacar, dit souvent que si Internet et le téléphone avaient été inventés en même temps que la voiture, on se serait certainement pas organisé comme ça à gérer ces sièges vides qui circulent un peu partout dans le monde. Et il faut pas oublier aussi que Blablacar est fondé en 2006, mais il y a 6 premières années de un peu traversée du désert. On est pré-iPhone, le réseau social, c'est MySpace à l'époque. Donc, c'était une époque révolue, effectivement. Et comme tu le disais, il y a aussi le fait de convaincre les gens de faire, c'est un peu ce que nos parents nous ont toujours interdit de faire, de monter dans la voiture d'un inconnu. Et donc pour ça, il faut créer les piliers de la confiance dans le service, la fiabilité, est-ce que ça va marcher, mais aussi envers les gens. Est-ce qu'il va être sympa? Est-ce que je vais être en sécurité? Est-ce qu'il va bien conduire? Et c'est un enjeu de communication ou c'est un enjeu d'usage, de plateforme, de transparence? Comment la communication a un rôle là-dedans, en fait? Alors les deux, il y a d'abord un enjeu de créer vraiment dans le produit avec des fonctionnalités, des piliers de la confiance. Il y en a plusieurs qu'on peut nommer. Blablacar a été assez précurseur dans toute l'économie collaborative de créer des fonctionnalités qui en fait semblent totalement naturelles, mais le système de double notation, en 2007, c'est pas si évident que ça. On est encore au balbutiement d'Internet. On note comme dans un Uber, en fait, on note le driver dans les deux sens. Le fait de savoir que voilà, on va pas être anonymisé, on va avoir des vraies personnes avec des vraies photos, une vraie identité, de la modération derrière. Tout ça, c'est important. Et puis ensuite, effectivement, à chaque fois qu'on rentre dans un marché, il y a beaucoup d'évangélisation à faire. La communication porte ça, de rassurer, d'expliquer ce qu'est le covoiturage et de bâtir une marque forte aussi qui vient soutenir ça et qui vient soutenir cette confiance. On a beaucoup d'études qui ont été faites après cette première un peu traversée, construction de la confiance, sur comment on établit ça, et on est capable aujourd'hui de mesurer que 2 covoitureurs se font aujourd'hui plus confiance que un voisin ou un collègue. Ah ouais. Parce que justement, on a cette pilier et cette marque forte. Et ce qui est intéressant, c'est que la com et le marketing, la brand de manière générale, appuient ça, parce que quand on compare justement une plateforme Blablacar ou une plateforme en marque blanche, on remarque que les gens ont encore plus confiance sur une plateforme comme Blablacar parce que la marque porte en quelque sorte les attributs de la confiance. Donc la marque joue un rôle, il n'y a pas que les fonctionnalités et ce qu'on peut retrouver sur l'application. Ouais. C'était un enjeu de confiance au début. On a bien compris les décideurs publics qu'il faut convaincre pour faire changer les lois et tout. Mais d'un point de vue consommateur, quels étaient les axes que la communication devait utiliser pour faire augmenter le chiffre d'affaires? Parce qu'il y a un peu moins de transparence. Chez Back Market, on n'a pas le nom, le pédigré de la personne qui est derrière. C'est des entreprises, c'est pas pareil. On a les fiches d'identité de l'ensemble des entreprises qui reconditionnent sur les fiches produits et tout ça. Ouais. Je pense que le sujet de la confiance, c'est le même sujet depuis 10 ans, enfin depuis que la boîte existe. Mais ça s'exprime sous l'angle de la qualité chez nous. C'est-à-dire qu'en fait, la problématique des gens, c'est de ne pas avoir confiance en la qualité du produit qu'ils vont recevoir. Donc en fait, la communication, le product, il vise à rassurer sur voilà le produit que vous allez recevoir. Par définition, il n'est pas neuf. Il y a des grades,
Il est en excellent état, il est en parfait état, il est en très bon état. Et vous le recevez avec des critères esthétiques un petit peu différents que ça. Donc, de toute façon, la confiance, pour nous, c'est le premier frein au développement du marché du reconditionné. C'est-à-dire, quand tu vas sur un site comme Le Bon Coin, comme c'est du peer-to-peer, globalement, les attentes sont un petit peu moins élevées que celles qu'on peut avoir chez un reconditionneur. Ouais. Nous, comme on est l'intermédiaire de confiance, il y a énormément d'attentes qui sont portées sur back market. Donc, on a aussi tout un travail d'expliquer que nous, on fait un travail de mise en relation et de plateforme. Mais on fait également un travail d'audit de l'ensemble des reconditionneurs avec lesquels on travaille, mais on fait pas le travail de reconditionnement. Donc, en fait, il y a énormément d'enjeux sur la qualité. En revanche, il y a des choses qui sont intéressantes. C'est que parler de la qualité, toi, en tant que marque, pour aller dire aux gens ce qu'on vend, c'est de la qualité, globalement, ça marche pas. Il faut intermédier cette parole. Il faut faire confiance à de la presse, des influenceurs, des choses comme ça. Mais à partir du moment où c'est toi qui prends la parole pour dire « moi, ce que je fais, c'est la qualité », globalement, tu jettes déjà le discrédit sur la majorité de ce que tu essaies de faire. Donc, on essaye, en termes de stratégie de marketing, de l'intermédier par d'autres personnes. Part de l'irrévérence, c'est ça? Mais du coup, comment ces pubs très marrantes, très poil à gratter, vont dans le sens de plus de confiance? J'ai l'impression qu'on est sur deux aspects différents. Quand tu fais une espèce de chronologie ou d'historiographie de nos pubs, on a très peu parlé de qualité dans la publicité. Mais c'est pour ça que ça m'étonne ce que tu Parce dis. que la réalité, c'est que la principale raison pour laquelle les gens achètent du reconditionné, c'est la différence de prix par rapport à un appareil neuf. Et si tu le mets d'un point de vue un petit peu plus sociologique, c'est la capacité d'accéder à un statut social, aka pouvoir acheter des iPhones, à des tarifs qui sont au minimum 30% moins chers que des produits neufs. On a fait des tests d'efficacité publicitaire en poussant des arguments sur c'est de la qualité, ça marche très bien. Nanana. En fait, c'est absolument pas des arguments qui génèrent du trafic de curiosité. Ce qui génère de la curiosité pour back market, c'est la capacité d'obtenir quelque chose à un prix moindre par rapport au neuf. Ah oui. Ensuite, sur le site, c'est à ce moment-là que commencent les éléments de réassurance. C'est-à-dire que tu commences à décliner toute ta politique de réassurance, ton grading, l'ensemble du système de reconditionnement qu'on audite, les assurances qu'on propose, les retours, l'envoi, la logistique, tout ça. À ce moment-là, tu en parles. Donc, ça augmente le taux de conversion à ce moment-là. Mais parler de la qualité, en fait, ça, Je comprends. ça fait chier tout le monde. Et puis, vous la maîtrisez pas totalement de A à Z. Donc, aussi, Non, c'est mais peut-être ça un fait sujet. partie c'est des discussions qu'on a en ce moment, c'est Ouais. très marrant. C'est une discussion qu'on a eue la semaine dernière. On est allé, avec l'équipe Marketing France, on est allé rendre visite à un reconditionneur partenaire avec qui on bosse depuis des années, qui s'appelle Okamac à Angers, qui ont une usine de reconditionnement de MacBook incroyable, ils viennent de tout changer. Tout. Et en gros, ce qu'ils nous expliquaient, c'est que eux, ils ont l'impression de plus pouvoir répondre aux attentes des acheteurs de reconditionnés, parce que les acheteurs de reconditionnés ont des attentes qui maintenant se rapprochent de celles du neuf. Ouais. En fait, aujourd'hui, maintenant, tu viens acheter un appareil reconditionné, mais tu veux que l'esthétique soit en tout point similaire à celle d'un truc que tu as acheté à l'Apple Store. Tu veux changer la batterie pour avoir une batterie neuve. Bah, en fait, du coup, C'est G9, la ouais. promesse historique du reconditionné qui était de proposer quelque chose dont on te garantit, on te certifie la fonctionnalité, moyennant quelques pets sur la coque et des traces de stickers sur des MacBooks, elle est en train un petit peu de disparaître. Ouais. Du coup, ça nous a amené à nous poser la question en interne je pense qu'il faut qu'on se rapproche de la promesse historique du reconditionné qui était, on a pris l'exemple de la campagne Intermarché de les légumes moches. En fait, c'est un peu les légumes moches, le reconditionné. Ils sont absolument fonctionnels et ils ont du goût. Mais oui, le truc, il est tombé une fois et puis il a déjà appartenu à quelqu'un. Donc, il a eu une vie avant. Il faut mettre dans la balance l'ensemble des fonctionnel, économies. quoi. Oui, mais il est fonctionnel. Et puis, ce que tu permets d'économiser en termes d'extraction de métaux, de matières premières et ce que tu remets dans la Donc, ça, circularité. c'est la prochaine campagne, finalement. On va se pencher dessus. On a commencé à en parler ce matin. C'est Voilà. tout neuf. Les ordi moches. C'est ça. Avec les stickers qu'on a retirés. Ouais. Il y a Non, mais encore c'est vrai, la on a trace. parlé de ça ce matin avant de venir. Là. Dans l'histoire de Blablacar, est-ce qu'il y a eu des changements de paradigme? Est-ce qu'il y a eu des évolutions dans la manière de communiquer qui ont été marquantes? Pas forcément, puisqu'il y a eu un changement de marque. Eh ben voilà, oui. Déjà, au tout début, pour ceux qui étaient inscrits avant 2011, ça s'appelait covoiturage.fr. Donc déjà, cette marque forte est arrivée après. Et juste avant, d'ailleurs, la phase d'hypercroissance, la marque a aussi, d'une certaine manière, permis de porter ça. Et puis, au fur et à mesure aussi que on cherche à conquérir de plus en plus de conducteurs, de conductrices, à venir covoiturer, ou qu'on cherche, au contraire, à fidéliser ces conducteurs-conductrices, on va pas s'adresser de la même manière. Généralement, cet aspect de la confiance, une fois qu'on a fait un ou deux covoiturages, on a compris qu'en fait, ça se passait bien. Ouais. Donc, on a moins besoin d'insister dessus. Et là, il y a d'autres leviers qui prennent le relais et qui sont aujourd'hui très présents en France et qui vont l'être peut-être moins dans d'autres marchés plus jeunes. Parce que vous aussi, il y a quand même une évolution. Au départ, lorsqu'on fait du Blablacar, on cherche à voyager pas cher. Un peu comme Back Market. On veut payer moins cher. Et j'ai l'impression que vous êtes passé d'une communication autour de l'économie à
une communication sur le lien social, le vivre ensemble, sur quelque chose sur la liberté. Est-ce que je me trompe un peu? J'ai l'impression que je me trompe. Je te vois sourciller. Les gens covoiturent pour faire des économies. Non, Oui. c'est le principal. Bien sûr. De la même manière, chez Back Market, ça serait formidable de dire que tout le monde covoiture pour sauver la planète et rencontrer des gens. Ouais, c'est vrai. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais les gens covoiturent avant tout parce que ça permet soit de se déplacer moins cher, soit d'aller à des endroits où ce n'est pas accessible autrement. Donc, il y a cet aspect financier, en fait, qui est omniprésent, mais on dit généralement qu'on vient pour les économies, on revient pour l'aspect social, écologique. On se dit, en fait, c'est quand même sympa de partager la route. Donc, on a un peu cette double communication. Et je peux prendre un exemple très parlant d'une dernière campagne télé qu'on a faite, mais qui décrit deux personnes qui covoiturent, qui ont une discussion sur leur relation sentimentale. Et la conclusion est Camille, conductrice Blablacar, croyait seulement gagner 60 €. Et elle va aussi économiser un peu de CO2 et sauver une histoire d'amour. Donc, vous communiquez bien sur le lien social maintenant. Oui, mais elle croyait. D'accord. Uniquement gagner 60 €. Donc, c'est toujours dans cette... Donc, vous êtes quand même sur ces deux axes. Alors, effectivement, le premier, c'est l'argent, mais il y a aussi le lien social, la création d'une expérience ensemble. Je te vois très d'accord avec... Non, parce que je me demandais si on pouvait répondre. Tu peux complètement répondre. Je pense que c'est un peu la même chose dans nos deux business. C'est qu'en fait, le premier point d'entrée ou le premier acte de consommation de Blablacar ou de Back Market, il y a quand même un truc de produit d'appel assez financier et une économie. Et je pense que derrière, le repeat et la fidélisation, il se fait sur, en fait, une fois que tu y as goûté, tu vois que ça fonctionne extrêmement bien. Et puis, du coup, tu travailles un petit peu moins sur le côté prix parce que tu as déjà fait rentrer quelqu'un dans la matrice, que ce soit du covoiturage ou du reconditionné. Mais tu travailles plus sur l'ensemble des autres bénéfices de ce mode de consommation. En l'occurrence, la diminution de son empreinte environnementale, ce genre de choses, sur lesquelles tu peux communiquer, mais plutôt dans un second temps. Tu as des stats là-dessus? Tu penses que les gens vont sur Back Market pour ça? Alors, les stats qu'on a, elles ne sont pas directement liées à des comportements de conso, elles sont liées à on constate une amélioration des KPI d'acquisition à partir du moment où on arrive à proposer un différentiel de prix par rapport au neuf de X. Tu vois, et c'est en fait, du coup, tu vois clairement, tu déclenches un achat et tu fais rentrer quelqu'un dans le reconditionné quand tu es capable de proposer un discount. En revanche, les écarts de prix par rapport au neuf des produits qui sont achetés par des gens qui font du repeat, donc plusieurs achats, qui sont moins importants. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont rentrés dans l'écosystème, ils ont tendance à repeat, que ce soit pour un deuxième téléphone pour leurs enfants ou que ce soit pour un ordi pour le boulot, mais ils reviennent. Est-ce que dans les campagnes avec ce ton très décalé dont on a parlé tout à l'heure, il y a eu vraiment des pics où il y a vraiment des campagnes qui ont surmarché? Moi, j'ai une en tête, celle avec Apple, où vous avez un peu... Le Back Market. Ouais, vous avez fait sonner tous les téléphones dans l'Apple Store. En fait, il y a différents types de campagnes. Tu as quand même les campagnes grand public sur des médias traditionnels et des canaux. On a fait énormément de télé et on y revient. Donc, en fait, c'est des spots dont la volonté, pour parler de manière un peu technique, c'est de générer du coût à la visite maîtrisé sur le site. On ne fait pas des campagnes uniquement pour augmenter des KPI de branding, des choses comme ça. Depuis le début, le Back Market, ça a toujours été piloté avec des KPI qui sont un peu similaires à ceux de la performance. Ça, c'est des campagnes assez traditionnelles. Tu fais connaître et tu fais venir sur le site. Après, tu as tout ce qu'on fait, ce qu'on appelle les stunts. Les stunts, c'est les activations un peu hors média pour éduquer les gens et capter l'attention pour dire « mais vous avez pensé à ça, les gars ?» Et c'est ce qu'on a fait avec les différentes opérations. Hack Market. Vous avez hacké l'Apple Store. Ouais, via le airdrop, en fait, on a envoyé un message dans différents Apple Store en disant à des gens qui regardaient des téléphones dans un Apple Store « mec, tu pourrais avoir le même téléphone sur Back Market, rendez-vous sur ce lien. » Voilà. Ça, on a fait ça. Mais c'est juste pour alerter les gens sur... En fait, t'es à fond dans le process de surconsommation d'un truc que tu pourrais avoir ailleurs pour moins cher et reconditionné. Juste pense-y, mais on le fait pas d'un côté moralisateur. Il y a aussi une autre campagne dont on est très fier. C'est la campagne qu'on a lancée en avril pour le mois de la Terre, qui est la campagne de Fast Tech, où on a pris des photos de différents lieux dans le monde pour montrer qu'en fait, cette photo d'un glacier à Chamonix, elle a été prise avec l'iPhone 3. Cette photo d'un glacier à Chamonix, elle a été prise avec l'iPhone 16. Entre-temps, je sais pas si vous voyez comment ça a réduit. Je l'ai vu, ouais. Combien d'iPhone va-t-il nous falloir pour qu'on arrête un petit peu cette course à l'innovation, le glacier qui est beaucoup moins blanc. Qui est en train c'est la mer de glace et c'est en train de disparaître. Ouais. Voilà. Sur la campagne sur le hacking de l'Apple Store, ce qui m'intéresse en tant que communicant et ce qui intéresse aussi nos auditeurs, c'est comment on gère ça, parce que quand même, on va sur les plates-bandes de Apple.
Alors, le juridique, est-ce qu'il y a une plainte? Comment on fait? On s'excuse? Enfin, je sais pas comment on gère une campagne de kamikaze quand même. On a une équipe juridique très pro. D'ailleurs, on très salue, pro business. on salue Caroline. On qui est salue une amie. Caroline. C'est comme ça qu'on se connaît. Déjà, on a une équipe juridique qui back tous les projets un petit peu limites qu'on voudrait faire et tout est vu avec eux. Et parfois, il y a des risques qui sont connus qu'on décide de prendre. Là, vous les et connaissez. on se dit, potentiellement, ça peut nous coûter tant. On y va pas. On fait un arbitrage. Après, Apple, on a toujours voulu être un petit peu leur poil à gratter. Ce qu'on se dit, c'est que ça nous fait plaisir. Ce qu'on se dit, c'est que ça nous permet d'avoir de la visibilité grâce à ces opérations. Il y a énormément de gens qui nous parlent de cette activation Back Market. Oui. En revanche, ça les met pas en danger. Et je pense que la meilleure chose qu'ils pourraient faire, c'est de parler de nous, donc ils le font pas. Donc voilà. Ça serait pire pour eux, certainement. Ouais, d'un point de vue image. En tout cas, ce serait génial pour nous. En tout cas, c'est ce qui s'appelle une campagne maligne parce que du coup, c'est hyper viral. C'est viral. T'as pas besoin de faire des 4 par 3 dans le métro et que ça se partage. Et puis très ça reflète naturellement. un peu. Ce qui est intéressant, c'est que ça reflète un peu ce David contre Goliath, quoi. Enfin, tu vois, on se parle du reconditionné, on se parle de back market et tout ça, mais le reconditionné en France, c'est 10% du marché de l'électronique. Donc ça veut dire qu'il y a toujours 90% des devices qui sont vendus chaque année, qui sont vendus neufs, soit dans du retail, soit sur du e-commerce, tout ça. Donc on a une part de visibilité et une part de notoriété de la marque qui est supérieure à notre part de business réel. Ouais, bien Même sûr. si le business va très bien, mais on est leader d'un marché qui fait 10% du total de la vente de produits électroniques. Donc on a encore du chemin à parcourir, quoi. Chez Blablacar, au Brésil en particulier, tu m'avais cité, Nicolas, en préparation, une campagne où la communauté a joué un rôle hyper important. Cet aspect communautaire, elle est importante. Chez Blablacar, on a une communauté de gens qui s'entraident. Tu peux nous raconter cet épisode? Dans chacun des marchés où on entre à chaque fois, il arrive un moment où on dérange un peu, le covoiturage, se dit « Ouh là là, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Parce qu'on est nouveau dans chacun des marchés. Hein, il y a rarement un acteur installé. C'est un océan bleu à chaque fois. Et il se trouve que donc le Brésil, qui est notre premier pays depuis 2 ans maintenant, une région a décidé d'interdire le covoiturage. Et donc, on s'est retrouvé, mais une région qui fait la taille de la France. Hein, c'est pas une petite région. C'est pas une petite région. A décidé d'interdire le covoiturage. Et en fait, les gens se mobilisent. C'est-à-dire qu'on a à peine besoin de lancer les gens que sur TikTok, sur Twitter, à cette époque-là, vous tapez Blablacar, les gens vraiment sont en colère. Et donc, on a juste besoin d'entretenir un peu ça, de rassembler, d'amplifier. Et à la fin, c'est ce qui fait renverser aussi la balance. C'est ce qui fait que les pouvoirs publics, parfois, reviennent sur leurs décisions. On se dit, oula, attendez, on avait peut-être mal mesuré là, quand même cette histoire. Et c'était le cas. Et un mois plus tard, Blablacar est revenu. Et Blablacar est revenu aussi plus fort. Ouais. Et les gens célèbrent réellement ça, sans qu'on aide les gens à célébrer. Mais les gens célèbrent réellement ça sur les réseaux sociaux. Je pense que ça illustre quelque chose d'assez intéressant. C'est que l'usage est très, très fort. Le pouvoir de l'usage du produit qui répond à un enjeu concret de « j'ai besoin de me déplacer », qui est ancré dans le quotidien des gens, qui fait que très souvent, l'aspect communauté bouche à oreille nous dépasse. Et je pense qu'il y a un exemple très parlant là-dessus. On est présent en Inde. C'est en passe de devenir notre premier marché. En Inde, on ne fait rien. Ah oui. Rien du tout. Notre budget est de 0 et on a 15-16 millions de passagers chaque année. Donc, il y a un bouche à oreille très, très fort. C'est que ça répond à un besoin très fort. Les gens en parlent autour d'eux. Quand on ressort d'un train, on se demande alors, est-ce qu'il était à l'heure? Quand on sort d'un covoiturage, on dit est-ce que les gens étaient sympas, etc. Et donc, on peut beaucoup jouer là-dessus. Et ça, c'était peut-être pour la réponse un peu provocatrice, mais en vrai, on fait des choses quand même. C'est pas 0 €. C'est 0 € en Inde, mais tout le travail qu'on fait autour de la marque, pareil, le ton qu'on adopte dans l'application, etc., ça joue et ça a un rôle. Et il va falloir qu'on amplifie ça aussi derrière. Alors, justement, question peut-être à tous les deux, comment on travaille sa communication à l'international? Vous avez tous les deux des ancrages français, mais avec des pays dans lesquels vous opérez. Est-ce que vous avez des playbooks, des choses très dirigistes sur la manière de communiquer qui part de France? Ou alors, est-ce que vous laissez un soin aux équipes locales de communiquer différemment? Et quelles sont les grandes différences? Sans rentrer dans trop de détails, mais Quentin? Nous, on s'est pas mal planté. Je pense notamment à l'Allemagne. Quand on a voulu aller en Allemagne, on a eu du mal à trouver le ton et à raconter quelque chose de juste par rapport aux attentes des consommateurs allemands. C'est un exemple parmi d'autres, mais du coup, en fait, on a une équipe de marketing et de communication centrale qui opère des big ideas créatives, des principes marketing qu'on essaie de déployer un peu partout. Et en fait, derrière, moi, j'ai des homologues dans tous les pays. Et en fait, dans tous les pays dans lesquels on opère, je pense aux US, au UK, en Allemagne, en Espagne, qui sont nos gros pays, au Japon également, on a des head of marketing qui sont en charge de s'assurer que l'idée qui a été pensée par une équipe centrale, qui par définition n'est pas un pays, corresponde à une réalité terrain, ou alors comment on fait pour faire de la transcréation,
plutôt que de faire de la localisation pure et dure d'un truc qui potentiellement pourrait ne rien vouloir dire. Et en l'occurrence, en Allemagne, c'était quoi la plantade? C'était un truc autour de l'humour, parce qu'en fait, on a voulu exporter le modèle de l'humour à la française D'accord. dans un pays qui n'avait pas forcément les mêmes attentes. Le même humour. Le même humour, ouais. Puis on avait fait tout un tas de campagnes vidéo qui étaient bien, mais qui étaient des tests et qui n'étaient pas hyper réussis par rapport à ce qu'on est capable de produire maintenant en termes de Donc craft. localiser la com, c'est hyper important. Et C'est bien d'avoir des relais, mais c'est compliqué parce que ça veut dire qu'à un moment, certaines économies d'échelle que tu pensais pouvoir faire en ayant un spot unique et en ayant des stratégies de communication uniques, t'es obligé de faire un peu une croix dessus en disant, en fait, non, il y a toute une partie du budget qui va devoir être allouée à de la pure localisation. Et ça, c'est nouveau dans notre organisation. Et je crois qu'on y arrive beaucoup mieux. Ouais. Nicolas, alors j'ai compris 0 en Inde. Non, mais beaucoup au Brésil en tout cas. Ok. Bon, déjà, je pense que la réponse n'est pas forcément similaire d'une entreprise à une autre. C'est pour ça Donc, que vous êtes les tous les deux. réalités sont certainement différentes. Et je pourrais raconter des histoires similaires sur l'Allemagne, l'Angleterre. On se parle beaucoup en Allemagne, j'ai l'impression. Voilà, c'est compliqué. Mais au UK, par exemple, au début de Blablacar, tous les messages autour de vous en faites pas, il y a des assurances, etc. Au UK, ils pourraient dire bon, il y a besoin d'une assurance. Des messages peuvent être perçus différemment d'un pays à l'autre. Les équipes locales ont beaucoup d'autonomie, même si on partage un peu la même structure d'organisation et les mêmes objectifs. Et je pense que les équipes locales chez Blablacar ont beaucoup d'autonomie, tant et si bien que la marque est perçue comme locale dans chacun des pays où on est présent. Si vous parlez à un Espagnol, à un Brésilien, ils vont être persuadés que Blablacar est espagnol, que Blablacar est brésilien. Je pense que c'est du coup un signe entre guillemets de succès que les gens ont un certain chauvinisme pour la marque, alors que pas du tout. Je vous rassure, elle est française, si vous pensez qu'elle est française. Donc oui, il y a un certain aspect local. Aussi, chaque pays n'en est pas à son même stade de développement. Donc des messages d'écologie vont être peut-être plus importants en France, moins importants au Brésil, qui va être plus sur de la trust and safety, beaucoup plus importante au Brésil qu'en France. Comme on n'a pas les mêmes enjeux, pas les mêmes besoins, il y a beaucoup plus de stratégies locales. Et pour ma part, en RP, qui est plus mon domaine, c'est rare que l'on fasse des campagnes globales qui se répondent. On s'inspire généralement, elles n'arrivent pas forcément au même moment dans l'année, mais c'est rare qu'on ait, à part les annonces très corporate, très très globales, c'est rare qu'on ait une annonce et paf, tout soit déployé dans le même pays. Je crois que de ton niveau de maturité dépend ce que tu peux te permettre de raconter et ce qui va faire convertir. Dans les pays qu'on a ouverts il y a beaucoup moins longtemps que la France, on est plutôt dans des trucs de e-commerce basics, c'est moins cher, ça marche, vous avez les retours nanana. C'est vrai qu'il faut avoir gagné la légitimité et avoir prouvé le product market fit de ton offre avant de commencer à faire des grands discours en disant oui mais nous on veut révolutionner ça, on veut révolutionner. Tu vois, faut y aller quand même un petit peu crescendo et ça fait écho à 2-3 conseils qu'on pourra donner à la fin. Justement, on y arrive tranquillement à cette fin. On a papoté, on sent que vous faites bouger les lignes de la com, pas forcément avec des discours qui sont qu'autour de l'environnement, qu'autour de bonnes pensées. Il y a aussi des choses très pragmatiques parce qu'on doit aussi gagner de l'argent et être pragmatique, c'est pas être que comme dans une association où on a eu l'occasion d'échanger autour de ce micro. Donc, il y a quand même une grosse différence. Qu'est-ce que vous conseilleriez à un responsable ou une responsable de communication pour faire bouger les lignes de la com tout en gagnant de l'argent? Il y a 2 éléments de réponse dans la question. Il y a le sujet du type de business dans lequel on est. Nous chez Back Market, la chance qu'on a, entre guillemets, c'est qu'on est un business qu'on appelle en anglais sustainable by design. C'est-à-dire que le simple fait qu'on existe, on permet de mettre de la circularité dans une industrie qui n'en a pas et qui ne jure que par le neuf. Le recyclage, mais très peu, et ensuite on jette les produits. Et nous, le simple fait qu'on existe, on permet de mettre de la réparation, de la circularité là-dedans. Donc, par rapport à ce que tu disais au caractère associatif et tout ça, nous, on est, comme le dit Patagonia, sur l'ensemble des étiquettes de l'ensemble des produits qu'ils vendent, we are in business to save our planet. C'est-à-dire qu'en fait, la solution qu'on a trouvée pour pouvoir faire des économies sur l'empreinte carbone des appareils électroniques, qui est supérieure à celle de l'aviation, nous, le simple fait qu'on existe permet de remettre de la circularité là-dedans. Ça, c'est le premier point. C'est la raison d'être. C'est la raison d'être de l'entreprise. Notre North Star KPI, dont on parle souvent dans les entreprises, c'est la part de marché par rapport au neuf. En fait, on a un modèle qui est le modèle de la voiture reconditionnée. Aujourd'hui, ça représente 70% des voitures vendues sont des voitures reconditionnées. Aujourd'hui, 10% des téléphones sont des téléphones reconditionnés. Donc, en fait, tu vois le gap qu'on peut avoir. Et cette industrie, elle s'est structurée et tout ça. Donc, on va y arriver. On pense qu'on va y arriver, mais on a encore du chemin. Le deuxième point sur lequel je voulais venir, je pense que le conseil à donner à un responsable de communication et tout, c'est, j'ai l'impression qu'en ce moment, depuis 2-3 ans, il y a une espèce de course effrénée au brand purpose. Genre, toutes les marques, elles passent leur temps à raconter qu'elles veulent changer le monde. Toutes les marques, elles veulent faire une campagne dans le métro pour avoir des bonnes phrases, pour raconter des petits trucs un peu poil à gratter et tout. Et en fait, t'as quand même envie de leur dire, ça,
c'est un peu contre-intuitif, mais c'est un peu quand tu as gagné tes jalons de marque qui fonctionne et que tu as prouvé ton product market fit que tu peux te le permettre. Parce que si tu commences à dépenser de l'argent pour raconter des choses, mais que ton produit ne marche pas, ou que tu n'as pas trouvé des clients ni rien du tout, tu te jettes un peu d'argent. C'est pas suffisant, le non, mais why, la raison d'être, c'est pas suffisant. C'est un peu contre-intuitif, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Je vais communiquer sur mon why parce que personne me connaît, et donc les gens ils vont me connaître par mon why. » Mais la réalité, c'est que tes gens, ils t'achètent pas la première fois pour ton why. Ils t'achètent parce que tu as été capable de leur proposer un iPhone à 50% par rapport à un prix neuf, et que en fait tes enfants ils sont super contents d'avoir un iPhone, tu vois. Et c'est comme ça que tu peux prouver un petit peu la véracité de ton modèle avant de commencer à vouloir prendre la parole sur tous les sujets, à faire des campagnes dans le métier. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est très bon conseil. Un truc un peu d'humilité et de. Je partage. En fait, il faut plutôt le voir en mode quand tu auras gagné la légitimité de faire des campagnes comme ça veut dire que ton business il marchera bien. Mais avant, c'est un peu pour rentrer par effraction dans le paysage média, ce que tu peux comprendre, mais c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. Très bon conseil. Nicolas? Alors, je vais commencer par un peu de promotion, mais il y a beaucoup de choses que j'ai racontées qui concernent peut-être plutôt les débuts de Blablacar, donc une période dont je suis bien illégitime de parler. Donc, si ça intéresse, il y a aussi le fondateur de Blablacar, Fred Mazzella, qui a publié un bouquin qui raconte très bien ça, sur les enjeux de marque au tout début. Voilà, si vous voulez la réaction du conseil d'administration de Blablacar, quand le nom Blablacar a été proposé, ça vaut le détour. Je vous conseille la lecture. Sinon, je suis d'accord aussi sur toutes les idées d'humilité. On est de moins en moins crédible quand on parle d'écologie, d'environnement. Donc, il y a les petits pas par petits pas et pas dire qu'on va tout révolutionner et que ça va être formidable. Il y a le David contre Goliath aussi que tu as mentionné et qui, je pense, est très important. On a, par exemple, nous, en France, un peu perdu notre David contre Goliath récemment. On est devenu parfois trop gros et on a besoin de se repositionner dans un combat et de se repositionner dans... C'est que vous n'êtes plus David, vous êtes un peu Goliath maintenant. Mais récemment, on revient à se repositionner comme ça et c'est toujours, je pense, important de rester humble, petit, qui va changer les choses. En tout cas, pour le combat, c'est important. Et puis, ça peut-être revient aussi sur les concepts d'humilité, mais on a beaucoup de débats sur la manière dont on parle de l'écologie. Est-ce qu'on mesure tout? Est-ce qu'on communique tout? Est-ce qu'on est très transparent? Mais parfois, on se fait plus attaquer. Plus on est transparent, plus on est attaqué. Ou est-ce qu'on ne dit pas juste, mais c'est bien évident. En fait, mettre 4 personnes dans une voiture, c'est mieux qu'en mettre une. Et parfois, des messages simples, de bon sens, marchent mieux que des messages en fait, très chiffrés, concrets, précis, mais sur lesquels en fait, on va venir chipoter et en fait, on se perd derrière. Alors, c'est pas une vérité absolue, mais parfois, c'est des messages simples sur le bon sens sont plus efficaces que de l'ultra-transparence. C'est ce qu'on remarque un peu là récemment ces dernières années. Très clair. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir partagé vos expériences, vos histoires, vos conseils, vos réflexions à notre micro. Nicolas, peut-être un mot pour les équipes. On n'est jamais tout seul pour faire tout ça. Non, bien sûr. J'ai 2 personnes avec moi en France, Ryan et Clémence en RP, toute mon équipe, mais aussi Justine du marketing, avec qui j'ai beaucoup appris aussi récemment. Et donc, je les salue. Et puis, Itziar, qui reprend toute l'équipe depuis l'Espagne et toute l'équipe ailleurs dans le monde. Et ben, on les salue où que vous soyez. Quentin, pareil, on n'est pas tout seul pour faire tout ça. Non, on n'est pas tout seul du tout. On est... Je vais commencer. Combien au marketing? Chez Back Market, on est 80, je pense, à peu près. Au marketing? Ouais, au marketing. 80 au marketing. Pour piloter tous les leviers, tous les pays et tout ça. On a une nouvelle CMO qui nous a rejoint il y a un petit peu plus d'1 an, qui s'appelle Joy Howard, qui est l'ancienne CMO de chez Patagonia notamment. Donc, qui est en train d'apporter, d'insuffler, de faire revenir ce côté très activiste, mais activiste à notre échelle. Pour vraiment essayer de faire bouger les choses. Puis dans l'équipe France, on a un directeur créatif qui s'appelle Pierre. Parce qu'en fait, la spécificité de la France, c'est le premier marché de Back Market. Tout le monde chez Back Market a un avis sur ce qui se passe en France, donc on a plutôt intérêt à être un peu staffé. Moi, j'ai une brand manager qui s'appelle Camille, on a une copywriter qui s'appelle Amélie, et on a une personne au social media qui s'appelle Diane, qui gère tout ce qui est localisable et localisé au quotidien, en complément des équipes centrales, donc on bosse ensemble tous les jours. Voilà pour l'organisation de Back Market. Merci beaucoup à tous les deux pour ce moment. Merci à celles et ceux qui nous écoutent, qui sont de plus en plus nombreux et nombreuses à nous écouter. N'hésitez pas à continuer la conversation sur les réseaux. On peut discuter, on peut se taguer, on peut se parler en MP. Ça s'arrête pas au podcast, cette dimension des voix de la com. À très vite pour un nouvel épisode.